Et je crois aussi qu'il y a quelque chose qui est très important, c'est, même s'il y a un diagnostic qui est posé, c'est de ne pas forcément étiqueter ce diagnostic-là sur le front de l'enfant. C'est pas parce que cet enfant est porteur d'une trisomie 21 par exemple, qu'il faut le considérer comme un enfant handicapé. Donc, je m'appelle Karen Calfon, j'ai 37 ans, je suis orthophoniste logopède. Alors je précise logopède parce que j'ai fait mes études en Belgique, c'est comme ça qu'on appelle l'orthophonie là-bas. Donc j'ai fait un DUG sciences du langage pour commencer à préparer les concours d'orthophonie. Je suis partie donc en Belgique, j'ai été acceptée, c'est sur dossier, contrairement à la France où c'est sur concours. J'ai été acceptée en école de logopédie, puis je suis rentrée en France, j'ai fait un an d'équivalence, j'étais orthophoniste. Et j'ai pu ouvrir mon cabinet d'orthophonie en 2007, donc il y a 13 ans. Alors je m'appelle Aurélie Boutier, je suis psychologue et je travaille avec des enfants porteurs d'autisme. J'ai eu l'opportunité d'être formée à l'ABA, ce que j'ai fait et ce qui m'a donné l'occasion de travailler avec des enfants autistes. Et puis après je suis tombée dedans et puis j'ai aimé, en fait j'adore travailler avec des enfants porteurs de handicap encore plus. Enfin, c'est difficile, mais c'est un très beau métier. Alors l'orthophoniste, c'est la personne professionnelle de santé qui va s'occuper de tous les troubles de la communication. Ça peut être dans différents champs d'intervention. Alors j'ai pris avec moi une petite fiche qui résume un petit peu tous les domaines de l'orthophonie. Ça peut être du bébé avec des troubles de l'oralité, à des enfants qui ont des troubles, alors de la communication, ça peut être des troubles du langage écrit, comme des dyslexies, des dysorthographies, des troubles de la compréhension. Tout ce qui est trouble du langage oral, ce qu'on appelle vulgairement un zozotement par exemple, ou un retard de langage, des enfants qui n'arrivent pas à bien placer leurs mots, qui n'ont pas beaucoup de lexique, de syntaxe. Il y a les troubles de la voix, l'orthophoniste qui va voir une orthophoniste. Il y a pour les enfants aussi peut-être le bégaiement. On a pour aussi des adultes, ça va vraiment de 0 à 120 ans. Tout ce qui est trouble de la mémoire avec des adultes, parfois même des jeunes adultes qui ont eu un AVC, qui ont des pertes au niveau du langage, ou des adultes un petit peu plus âgés qui ont maladie d'Alzheimer par exemple. Moi j'exerce actuellement donc en libéral, mais en 2007, donc à mon début d'exercice, j'étais engagée en tant qu'orthophoniste salariée dans l'association J'apprends. Donc j'ai été formée à la méthode Feuerstein et j'ai travaillé pendant un an, donc c'était 3 matinées par semaine, mais c'était très très enrichissant, très intéressant, à la classe qu'on appelait CLIS à l'époque, à l'école Beth Israël à Montmagny. Donc ce n'était pas le même type d'enfants. Là-bas il y avait des enfants porteurs d'un trouble, il y avait des troubles envahissants du développement, atteints d'autisme, on dit maintenant d'un trouble du spectre autistique, et des enfants avec une déficience intellectuelle. Au niveau du cabinet, c'est des cas très différents. Il y a beaucoup d'enfants dyslexiques, beaucoup d'enfants avec des retards de langage, souvent qui sont adressés par les enseignants par exemple. Je travaille qu'avec des enfants porteurs d'autisme, de tout âge par contre. Le plus jeune, 2 ans, le plus âgé, 24 ans. Je travaille en individuel avec eux et après, quand la prise en charge prend bien, qu'ils sont à l'aise avec moi, on met en place, on peut les intégrer dans un groupe d'habilité sociale où là on va travailler les interactions avec les enfants. Mais la première interaction qu'on travaille, c'est celle avec nous, l'adulte. Comment je le travaille, ça dépend de chacun, mais souvent je commence par des jeux physiques où c'est plus sympa de jouer avec l'autre, où il a besoin de moi, plus que des objets, parce que des objets on peut très vite s'enfermer, et juste distribuer un objet à l'enfant sans qu'on joue ensemble. Lui montrer que c'est quand même plus sympa de jouer à 2. Je reçois les enfants et je travaille avec eux ce qu'il y a à travailler. Moi, ce que j'aime travailler le plus, c'est les interactions sociales, la communication et les centres d'intérêt. Souvent, c'est des enfants qui ont des centres d'intérêt assez restreints et assez solitaires. Alors, ce qui est important, c'est qu'on travaille vraiment en collaboration avec les familles. Je ne travaille pas seule dans mon bureau. Ce que je mets en place avec l'enfant dans mon bureau, je l'explique toujours aux familles. Il y a une vraie alliance thérapeutique qui se crée avec la famille pour que les choses soient reprises à la maison et dans leurs différents lieux de vie. J'essaie au maximum de travailler avec les écoles. Je devrais d'ailleurs le faire plus encore. Il faut vraiment travailler avec les différents lieux de vie de l'enfant, c'est important.
Parce que si c'est juste pour que l'enfant progresse dans mon bureau, c'est bien beau, mais c'est pas le but. Il faut vraiment qu'il puisse généraliser et que ça ait un impact sur sa vie de tous les jours. Donc ça, c'est important. C'est très important dans un trou de la communication que les différents partenaires communiquent. Habituellement, les familles rentrent dans le cabinet, ils attendent et on peut toujours faire un retour après la séance, et aussi je communique par téléphone, mail, et aussi on peut intervenir au domicile. On peut recevoir les familles, on s'adapte à chaque cas de l'enfant, à chaque disponibilité de la famille, jusqu'où la famille peut s'investir, avec du matériel, qu'est-ce qu'on peut mettre en place. J'intervenais beaucoup plus avant au domicile, là moins à cause du confinement, enfin pas du confinement, de la situation sanitaire, mais en principe quand même on travaille avec le domicile. Alors on intervient déjà au cabinet, c'est-à-dire par le biais de la rééducation, 1, 2, 3 fois par semaine, selon les cas, selon la gravité aussi des troubles. Ce qui est intéressant surtout, c'est de travailler, et je pense que c'est là où on peut vraiment les aider, ensemble, c'est-à-dire avec les parents. On essaye de placer, à part l'enfant bien sûr, en deuxième lieu, les parents au cœur de la rééducation. Donc on peut faire de la guidance parentale, de prendre les parents avec nous en rééducation, ou hors rééducation, de prendre que les parents sans l'enfant pour expliquer notre travail, pour qu'ils puissent continuer le travail à la maison. C'est important aussi, je pense, d'être en lien avec les différents professionnels de santé, travailler dans une équipe pluridisciplinaire, les psychomotes, les ergothérapeutes, les psychologues aussi, quand il y a des troubles psycho-affectifs ou qui s'associent à un trouble déjà présent, pour les enfants comme pour les parents et pour la famille parfois. Donc on travaille en équipe avec les enseignants, on va proposer des fois des aménagements scolaires pour aider l'enfant lorsqu'il est en classe, lorsqu'il n'est plus en rééducation. De la même façon, on peut créer des cahiers de communication où on va expliquer aux enfants, par exemple, on met des pictogrammes pour ceux qui n'ont pas de langage oral, pour essayer de pouvoir s'exprimer à la maison autrement que par le langage, et de faire le lien entre l'école et la maison et le cabinet et l'école. On fait au feeling avec ma collègue. Alors c'est forcément le groupe d'âge de l'enfant, et en fonction de chacun, mais on peut avoir des groupes avec des profils très différents. On ne les associe pas forcément sur leurs difficultés communes, même des fois au contraire. Et on essaye, on voit ce que ça donne, si ça apporte quelque chose à chacun des enfants, et sinon on peut moduler, on s'adapte. Ce que j'ai remarqué donc, par rapport à cette patiente-là en particulier, elle a 24 ans maintenant, c'est je crois que l'association lui a permis de gagner confiance en elle. C'est une équipe qui est restée très très bienveillante, et c'est rare d'avoir tous les professionnels d'accord ensemble sur une même pratique. Alors, je suis professionnelle de santé, je travaille avec d'autres professionnels de santé, j'ai rarement vu des thérapeutes malveillants, mais quand même, je pense que ça a été le leitmotiv tout le temps dans l'association, c'est de prendre l'enfant là où il est, de l'accompagner le plus loin possible avec le sourire, avec la positivité, avec la bienveillance, et je crois que ça les a aidés, ça leur a permis de prendre confiance en eux et d'exploiter leur potentiel. C'est pas donné à tout le monde d'avoir cette facilité-là. C'est un enfant qui est un adolescent maintenant, qui a eu un parcours scolaire assez chaotique. Ça a toujours été compliqué pour lui, l'intégration scolaire, et il a intégré cette classe depuis septembre. Ce que j'en constate, alors au niveau cognitif, je ne fais pas de remédiation cognitive, donc je ne sais pas au niveau des apprentissages purement scolaires ses progrès, mais au niveau qualitatif et clinique, il est beaucoup moins anxieux. Il y a beaucoup moins de manifestations anxieuses, et notamment je peux lui parler du collège. Avant c'était un sujet tellement sensible que rien que prononcer le mot école, collège, c'était source d'angoisse pour lui. Maintenant on peut en parler, et quand je travaille avec lui le vendredi après-midi, quand il rentre tout juste du collège, et il va bien, je le sens qu'il est détendu, ça va, ce qui n'était pas du tout le cas quand il était intégré dans d'autres classes. Alors j'utilise pas particulièrement de méthode, on va vraiment adapter la séance à l'enfant. On peut utiliser plusieurs méthodes au fil de la rééducation, et des fois une méthode va marcher avec un enfant et pas l'autre, ça dépend du moment, ça dépend de l'enfant. Donc on va vraiment, je crois que c'est le maître mot de la rééducation, c'est de savoir s'adapter. Donc ça dépend. Alors moi ce que j'aime bien, c'est des fois dans l'esprit des enfants, il y a des enfants qui sont en phobie scolaire, il y a des enfants qui sont en échec scolaire depuis très longtemps.
pour des dyslexiques, des orthographiques, des enfants qui ont des troubles de la compréhension. C'est très compliqué par exemple pour eux de faire des dictées, ou très contraignant. C'est des enfants qui ont souvent des mauvaises notes en classe, qui ont des -3, -6 en orthographe, donc c'est douloureux pour eux. Alors s'ils viennent chez moi pour que je les aide, c'est pas pour leur dire allez on fait une dictée parce que tout de suite ça fait peur. Mais alors voilà, quand je vous dis on s'adapte, c'est que si on a quand même besoin de travailler l'orthographe, ça va être d'une manière ludique, où c'est, je vais lui dire par exemple, on fait pas dictée, hein, mais je pense à un mot, je pense une phrase et tu l'écris. Donc c'est de la dictée finalement, mais autrement, présentée autrement et beaucoup par le jeu aussi. Je pourrais dire maintenant que j'ai une approche plutôt une approche complémentaire. Vraiment, j'utilise tout ce que je trouve de bien. Et alors, ce que je trouve de bien, mais aussi ce qui est bon pour l'enfant. Parce qu'avec 2 enfants, je ne vais pas du tout pratiquer de la même façon. Je m'adapte à l'enfant, je m'adapte à la famille, aux exigences de la famille, au type d'éducation que la famille a aussi envie de donner à son enfant. Et on utilise du matériel adapté. Avec beaucoup de pictogrammes souvent, parce que c'est des enfants qui sont très visuels. Ce qui est important, c'est le cadre. C'est quelque chose de cadré, mais que dans ce cadre, on puisse vraiment laisser aussi l'enfant s'épanouir et prendre en compte sa sensibilité qui n'est pas prise en compte dans toutes les méthodes, et vraiment s'adapter à cet enfant, parce que c'est pas juste l'enfant qui doit s'adapter à notre monde, à notre environnement, mais nous devons aussi nous adapter et le prendre en compte sa sensibilité, et l'amener à gagner cette confiance, surtout pour l'enfant dont on est en train de parler, l'enfant que je suis, qui a intégré cette classe. C'est un enfant qui a beaucoup de troubles anxieux, et c'est important pour lui qu'il soit dans un environnement déjà sécure, bienveillant. Et après, on pourra aborder des notions un peu plus académiques avec lui, mais c'est important déjà qu'il soit à l'aise et qu'il s'y sente bien, c'est primordial. Plutôt que de faire du forcing, à vouloir absolument lui apprendre des choses, mais qu'il n'y gagne rien en termes de confiance et de sécurité. Ce qui est difficile souvent, c'est l'annonce du diagnostic pour les familles, qui est pris souvent comme un coup de massue, et ils sont face à un monde administratif et un monde médical qu'ils ne connaissent pas, qu'ils découvrent en même temps, et ils ont beaucoup de choses à gérer en même temps. Ce que je leur conseille, c'est de prendre du temps, même si à côté de ça, on n'a pas forcément le temps parce que c'est un truc du développement, il faut quand même aller vite. Mais regarder un peu tout ce qui se fait et s'orienter vers une prise en charge qui convient à leur enfant, mais qui leur convient à eux aussi. Travailler avec des professionnels avec qui ils ont confiance. Quelque chose de très bienveillant, avec comme seul objectif de faire progresser l'enfant, mais aussi de s'assurer de son bien-être, que ce type de prise en charge lui convient et le fait progresser. Ce que je peux conseiller déjà aux parents particulièrement, c'est la prise en charge précoce. Alors c'est facile à dire de l'extérieur, des fois c'est difficile d'accepter le handicap quel qu'il soit, des fois il y a du déni aussi, donc je vais pas dire aux parents sortez du déni parce que c'est trop violent. Mais il faut vraiment comprendre que la prise en charge précoce est essentielle. C'est ce qui va permettre aussi de trouver des professionnels efficaces, compétents, rapidement. C'est en accord aussi avec les recommandations de la Autorité de santé. C'est vraiment ce qui est recommandé. C'est la prise en charge précoce. C'est aussi peut-être des fois de se rapprocher des associations, parler à d'autres parents, parler à d'autres familles. Pour les autres enfants, parfois le handicap du frère, de la sœur est difficile aussi à vivre. C'est bien de pouvoir en parler, peut-être de se faire aider aussi par des psychologues, psychothérapeutes, psychiatres. Ça peut briser des familles malheureusement, ça peut briser des couples parfois. Donc je pense que c'est important de sortir du non-dit, d'en parler, d'accepter le handicap. Et je crois aussi qu'il y a quelque chose qui est très important, c'est, même s'il y a un diagnostic qui est posé, c'est de ne pas forcément étiqueter ce diagnostic-là sur le front de l'enfant. C'est pas parce que cet enfant est porteur d'une trisomie 21 par exemple, qu'il faut le considérer comme un enfant handicapé. C'est un enfant comme les autres, évidemment. Alors c'est facile à dire comme ça, mais des fois quand on est dans le handicap, les parents ne voient que ça, ne voient l'enfant qu'à travers le handicap. C'est un enfant comme les autres qui est porteur d'eux. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a changé la dénomination. C'est plus un enfant autiste, c'est un enfant qui est atteint d'un trouble du spectre autistique. Et donc voilà, c'est un enfant comme les autres qui a certaines difficultés, certaines compétences, qui est peut-être différent à tel et tel niveau, mais qui n'est pas différent sur d'autres choses. Je pense qu'il faut prioriser les prises en charge, c'est-à-dire, voilà, aujourd'hui il a besoin
d'orthophonie, bon, je prêche pour ma paroisse, de psychomotricité, d'un ergothérapeute. Peut-être que ça ne sera pas le cas tout le temps, peut-être qu'il ne faudra pas qu'il ait tout le temps beaucoup de prise en charge parce que c'est fatigant, parce qu'il a aussi besoin de ne rien faire, il a besoin aussi de jouer, il a besoin de faire de la musique et d'aller au sport et de ne pas mettre trop de pression à l'enfant, le laisser aussi être comme les autres et se développer à son propre rythme.